Bonjour à tous et bienvenue dans notre présentation. Moi, Bouchouza Mohamed et mon collègue Nachar Mahmoud, nous avons le plaisir de vous présenter notre sujet concernant l'algorithme de Berk-Lamassi et la création des exemples avec cet algorithme. Dans cette présentation, nous allons voir quelques points. Tout d'abord, on va commencer par une introduction et les domaines d'utilisation de cet algorithme, un scénario de communication en utilisant OneTimePad. Puis, on va parler du concept de LSFR et pourquoi l'utiliser. Après cette définition, on explique l'algorithme de Berk-Lamassi, la génération aussi des exemples, et une crypto-analyse qui nous ramène à effectuer une attaque à l'aide de cet algorithme. Et on finira par une démonstration de l'attaque expliquée. Commençons par l'algorithme de Berk-Lamassi. C'est un algorithme qui est utilisé en théorie de l'information, en algèbre linéaire, et il trouve également des applications importantes dans la cryptographie, telles que la séquence pseudo-aléatoire, l'attaque sur l'LSFR, le générateur de nombres pseudo-aléatoires, et la détection des erreurs dans les clés, dans les clés cryptographiques. Euh, on passe à OneTimePad. Là, c'est un scénario de communication entre Alice et Bob qui utilise le OneTimePad. OneTimePad veut dire quoi? Veut dire c'est que la clé elle est utilisée une seule fois. Alice veut envoyer un message à Bob. Alice possède le message en clair et la clé secrète. Elle, elle fait le XOR entre les deux et puis elle envoie le résultat, c'est-à-dire le message crypté, à Bob. Bob, à son tour, possède la même clé d'Alice. Il fait le XOR entre le message crypté et la clé qu'il possède pour avoir le message en clair. Quelques points à connaître. Euh, à tenir de l'exemple précédent, que K XOR N, c'est-à-dire la clé XOR le message égale le message crypté, et K XOR C égale à N. Aussi, une clé secrète commune aussi longue que le message, c'est-à-dire la clé secrète doit être égale au message en termes de length, et la clé secrète est de taille fixée, et on le trouve dans 16 bits. Et aussi, il faut générer plusieurs autant que la taille de messages à chiffrer. Maintenant, le problème de ETP qu'il a indiqué mon collègue Mohamed, c'est que pour générer le ETP, pour toutes les tailles de messages, est quelque chose infaisable et demande une grosse base de données. Ce qui est pas du tout bien parce que ça va prendre beaucoup de mémoire et on ne peut pas le considérer comme une solution. Donc, la vraie solution pour ce problème est le LFSR, Linear Feedback Shift Register, qui nous permet de générer des séquences, des clés secrètes dans notre exemple, avec la taille qu'on veut, d'une manière aléatoire autant qu'on veut. Donc, comme vous voyez dans l'animation, le LFSR est une bande avec des carrés qui contient des bits et avec ces bits, on génère les suites qu'on utilise comme clés pour le OTP. En plus, on peut voir des carrés bleus dans la bande. Et avec ces carrés bleus, on fait l'XOR entre eux. Et avec le résultat de ces XOR, on obtient le chiffre qu'on voit à la fin à gauche. Pour l'insérer dans le LFSR, dans notre exemple, c'est le 0 qui est à gauche. Et avec cette insertion, on sort le premier bit à droite, qui est le 1, pour générer la suite de bits. Et après, on décale tous les bits vers la droite pour laisser la place pour le nouveau bit qui arrive de gauche. De gauche. Donc voilà le concept de LFSR. Et ce concept, il répète ce processus qu'on a expliqué n fois pour générer une séquence de taille n pour l'utiliser comme par exemple une clé secrète pour le OTP. Maintenant, on comprend le LFSR en général, mais on va vous donner un petit peu plus de détails sur le LFSR. Ce dernier se présente comme un polynôme de degré n. Ce polynôme nous permet de savoir quelles sont les cases avec lesquelles on va faire l'XOR. Donc les cases bleues dans l'animation. Prenons un exemple avec n égale 4. Les coefficients de rétroaction C égale 1, 1, 0, 1 s'écrit avec le polynôme 1 plus x
puissance 1 plus x puissance 2 plus x puissance 4. On voit aussi qu'on n'a pas pris le x puissance 3 parce que le coefficient multiplié avec x3 est à 0. Quand on regarde comment le LFSR génère les séquences, ça ressemble pour nous aléatoire et au hasard. Mais ils ne sont pas du tout aléatoires parce qu'ils sont déterministes et ça veut dire qu'ils sont sortis avec les règles de LSFR. Et on peut dire aussi qu'ils sont périodiques. Ça veut dire que, par exemple, si notre LFSR est de taille n, les permutations qu'on peut effectuer pour générer des séquences différentes sont 2 puissance n moins 1 permutations. Donc, on peut générer, comme on a dit, 2 puissance n moins 1 séquences différentes. Puis les séquences se répètent. Maintenant, on vous a expliqué le LFSR parce que le but de Berkeley-Massey est de trouver le polynôme de rétroaction le plus court qui a généré une suite de bits binaires. On va vous expliquer comment il travaille cet algorithme et on va vous montrer les détails de cet algorithme. Commençons par l'entrée pour l'algorithme. C'est une suite de taille n générée par un LSFR et la sortie est la taille de LFSR et le polynôme de rétroaction le plus court de ce LFSR. Au début, comme tous les algorithmes, on commence par l'initialisation des paramètres de l'algorithme. Ça veut dire le fx, l, m et gx. Le m, on voit qu'il est à moins 1 au début. C'est juste pour éviter la puissance négative lors de la mise à jour, le polynôme fx. Après, l'algorithme se répète n fois ce qui est la taille de la suite d'entrée et il fait 2 points dans sa boucle. Pour le point 1, il boucle la valeur de d, il calcule la valeur de d qui est la différence entre le bit à l'instant n et la séquence générée avec modulo 2 à la fin de cette calcul. Puis, il entre dans la condition de point 2 qui est si le d égale 1, ça veut dire qu'il y a une différence entre les deux suites. Il met à jour le polynôme fx en ajoutant le gx multiplié par un x spécifique pour minimiser le degré de fx. Et le x puissance n-m présente la différence entre le dernier erreur stocké dans m et l'erreur à l'instant n. Puis dans la condition, il y a une autre condition qui dit si 2L plus petit ou égal n, ça veut dire la taille de polynôme généré fois 2 à l'instant n est plus petit que n. Cette condition évite que l'algorithme met à jour tout le temps la valeur de gx, donc complexifier le polynôme fx, et grandir la valeur de l, donc ne pas trouver la séquence le plus petit. Donc si la condition est satisfaite, on met à jour la valeur de L et la valeur de M ainsi que Gx. Et si D égale 0, ça veut dire que la séquence générée à l'instant N est identique à la séquence observée. Ça veut dire Sn. Donc on fait rien et l'algorithme continue sa boucle. Donc maintenant, on va vous montrer quelques exemples qu'on a générés avec notre algorithme de Berkeley-Massey. Les premières 4 lignes sont les exemples de TT qu'on a fait. Et on peut voir que les polynômes générés avec notre algorithme de Berkeley-Massey sont les mêmes polynômes sortis dans le TD aussi. On vous montre aussi les cas dans les séquences 4 et 5, c'est qu'on a deux suites différentes, mais qui ont la même polynôme de rétroaction. Et qui est normal parce que ce qui change, c'est l'état initial de notre LFSR. Donc, ça veut dire les bits dans le LFSR. Et dans la dernière séquence, pour vous montrer qu'on peut avoir deux polynômes pour la même suite, mais notre algorithme génère toujours le minimum, c'est pour ça, parfois, on trouve des polynômes qui sont corrects, mais qui ne sont pas comme le polynôme qui est utilisé dans le LSFR. Pourquoi? Parce qu'avec le papier de Berkeley-Massey, on peut voir avec l'équation qu'on a mis dans l'image plan que pour chaque polynôme fx, on peut trouver une polynôme f0x généré par Berkeley-Massey avec un degré plus petit que fx. Donc, comme vous voyez ici, on a gx divisé par fx avec après la division et la simplification qu'on a appliquée sur cette équation, on obtient 1 sur x3 plus 1
Et le x3 plus 1, c'est le f0 de x qui est le polynôme minimal qui présente le polynôme le plus petit pour générer la séquence numéro 6. Mon collègue Mahmoud, il a introduit le concept de LFSR. Ces LFSR-là sont essentiels dans nombreux protocoles cryptographiques, tels que le chiffrement de flux, les signatures numériques et les protocoles de clés publiques. L'algorithme de Berkeley-Massey peut être utilisé pour attaquer certains algorithmes de génération de séquences pseudo-aléatoires, c'est-à-dire les systèmes qui utilisent les LFSR. Pour effectuer cette attaque avec notre algorithme Berkeley-Massey, il faut savoir certaines choses, il faut aussi satisfaire des conditions. Bien évidemment, il faut savoir le fonctionnement de l'algorithme de Berkeley-Massey. Deuxièmement, il faut avoir un générateur de LFSR. La troisième condition, il faut savoir le type d'attaque numéro 3 mentionné dans le cours, c'est-à-dire texte clair choisi. Et texte clair choisi, c'est-à-dire il y a deux conditions. L'accès à la machine chiffrante est nécessaire et aussi l'attaquant choisit le message M comme il veut et il peut le chiffrer pour avoir et obtenir le message chiffré. Après avoir connaître les conditions pour faire et effectuer cette attaque-là avec l'algorithme de Berkeley-Massey, voici une démonstration comment elle déroule l'attaque. On a dit déjà que l'attaquant il a le système de chiffrement, du coup il a l'accès, et ce système il utilise le LFSR. Du coup, l'attaquant il va choisir un message M, il va faire passer dans ce système-là, après il aura son chiffré. Du coup, dans cet instant-là, l'attaquant, il a deux choses. Il a le message en clair et il a son chiffré. Il va faire quoi? Il va faire un XOR entre ces deux-là, entre le chiffré et le message en clair, pour avoir la clé. Après, il va passer cette clé-là à l'algorithme de Berkeley-Massey. Berkeley-Massey, il va lui donner le plus petit polynôme générateur, le P, avec une taille minimale L. Maintenant, l'attaquant, il a le polynôme le minimal et aussi la clé. Et on a dit déjà que l'attaquant, il a un système de LFSR. Du coup, il va il va donner la clé comme état initial, les premiers bits, les premiers L bits de la clé comme état initial. Et aussi, il va appliquer le polynôme qu'il a généré là. Du coup, il va faire l'exor entre les bits et à la fin, il aura toutes les clés qui permettent de hacker le système, c'est-à-dire les clés de K1 jusqu'à K de puissance n-1. Et après, on va passer à la démonstration avec un programme qu'on a déjà développé pour illustrer l'attaque que je viens de l'expliquer. Voilà, comme on a déjà dit dans la démonstration, le hacker, il a l'accès, il a deux choses déjà. Il a l'accès à la machine chiffrante qui se trouve là à gauche en blanc. Et là, son système qu'il a développé, qui base sur l'algorithme de Berkeley-Massey, qui le permet d'avoir la clé et après décrypter les messages. Voici là, dans le système, comme on a déjà dit, il a l'accès. Donc, il peut choisir un message M et aussi il peut le déchiffrer. Une fois il clique là sur envoyer, voilà les informations. Et là, c'est des informations, on a mis des informations de plus. C'est juste pour expliquer, mais en fait, lui, il n'a pas ces trucs-là. Voilà le message en binaire. Et après, voilà le chiffré. Nous, on s'intéresse beaucoup au message chiffré parce qu'à la fin, il a que le message, son message et le chiffré. Et donc maintenant, l'attaquant, avec son système, il a besoin que de deux choses. Comme il a dit mon collègue Mohamed, toutes ces informations, il ne le connaît pas. Il connaît juste le message en binaire de bonjour et le message chiffré de bonjour. Donc, ce qu'il va faire notre attaquant, il va récupérer le message clair en binaire et il va récupérer le chiffré de ce message. Et après, il va faire l'exor entre ces deux. Et on voit ici, il est arrivé
avec le XOR, il est arrivé à générer, à trouver le clé qu'il a utilisé que le système de chiffrement il a utilisé pour chiffrer le message qu'il a donné. Maintenant, ce message, ce clé, il l'a passé à Berklam-Massey, algorithme qu'il a implémenté, et il va générer le polynôme avec Berklam-Massey. Donc, quand vous voyez là, le résultat de Massey, il lui donne le polynôme qu'il a trouvé pour cette séquence. Donc, ça veut dire, comme on a expliqué avant, le polynôme minimal de clés qu'il a généré le LFSR. Donc maintenant, il suffit juste à l'attaquant qu'il utilise son système de LSFR en prenant le polynôme et le L, comme il a expliqué mon collègue Mohamed, il prend le L bit de la clé, le premier L bit de la clé qui a récupéré avec le XOR qu'on a fait avant. Maintenant, il enregistre cette information à son LSFR. Maintenant, moi, c'est par exemple, moi, je voulais communiquer avec quelqu'un d'autre. Et là, par exemple, j'écris n'importe quoi, et mon collègue Mahmoud, il va pas voir le message que je vais écrire là. Oui, je vois rien maintenant. Il ferme ses yeux. Là, je vais envoyer le message. Et Mahmoud là, il a que ce chiffré là. Il a rien du tout. Et je vais le récupérer, ce chiffret, et je vais le mettre dans mon système, parce que je suis l'attaquant. Je vais le mettre dans mon système pour savoir qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a envoyé comme message, Mohamed, à autre personne. Voilà, donc j'ai trouvé le message qu'il a envoyé Mohamed et que j'aime pas trop, mais voilà le système, notre système d'attaque. Voilà, c'est le système d'attaque d'effectuer une attaque sur un système qui utilise LSFR. Et cette attaque-là, elle est basée sur l'algorithme de Berkeley-Massey. Ben, merci à vous. Merci.